Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. De notre fromage en grains en passant par nos tranches de fromage jaune et le parmesan d'Italie jusqu'au brie le plus fin, aujourd'hui, je vous parle des fromages. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Le fromage est l'un des aliments fabriqués pour la vente des plus anciens et ça remonte vraisemblablement à la préhistoire. Il serait apparu en même temps que l'élevage à l'époque néolithique, c'est-à-dire autour de 7000 ans avant Jésus-Christ, mais il est tellement ancien que l'on ne peut pas dater avec précision les premières fabrications. Il n'y a aucune preuve qui permet de déterminer avec certitude la région d'origine de la fabrication du fromage qui peut se retrouver à peu près partout en Europe, partout en Asie ou au Moyen-Orient. Ceci dit, il y a des preuves convaincantes qui montrent que la production laitière était pratiquée en Égypte et à Sumer environ 3100 ans avant notre ère et que les prairies existaient au Sahara dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et récemment, on a même trouvé des faisselles polonaises datées de plus de 7000 ans. L'invention du fromage est sans doute liée à la pratique du transport de lait dans les vessies faites de pannes de ruminants, source de présure qui servaient de sac. En effet, dans les organes, notamment dans l'estomac, il y a ce qu'on appelle la présure. C'est cet élément-là qui est indispensable à la fabrication du fromage. Les peaux et les organes des animaux étaient faits pour stocker les aliments et ce serait en fait par hasard que le premier fromage serait apparu. Un nomade de l'époque constata que le lait s'était transformé en une substance à moitié solide dans l'estomac qu'il transportait. Curieux et affamé, il goûta son lait pour découvrir que cette substance avait une saveur qui était très intéressante. Ce mode de transformation du lait devint un secret de fabrication bien gardé. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, seuls les prêtres détenaient ce secret. À l'époque, on parlait du lait de brebis et du lait de chèvre. La fabrication du fromage s'est répandue en Europe dès l'époque du mythe hellénique et selon Pline l'Ancien, elle est devenue une technique élaborée dès le début de l'Empire romain quand les fromages appréciés étaient expédiés sur de longues distances pour satisfaire les goûts de l'élite. Pour le macaroni au fromage, on a besoin de un paquet de 500 g de pâte alimentaire. Là, c'est sûr que c'est du macaroni, mais moi, aujourd'hui, j'en avais pas. J'ai pris des boucles, ça fait pareil. 3 tasses et demie de lait. Plus votre lait est gras, plus votre sauce va être onctueuse. 3 tasses de fromage râpé au choix. 1/4 de tasse de farine. 1/4 de tasse de beurre. 1 demi-cuillerée à thé de sel et 1 demi-cuillerée à thé de poivre. 1/4 de cuillerée à thé de muscade, 1 cuillerée à thé de poudre d'ail, 1 cuillerée à thé d'oignon en flocons et 3 cuillerées à table de chapelure. Quand on fait un macaroni au fromage, n'hésitez pas à vous prendre un grand chaudron parce que ça nous permet de brasser beaucoup plus facilement. Alors, première étape, on va faire fondre le beurre et quand le beurre va être fondu, on va ajouter la farine, on va brasser pour se faire un beau roux et on laisse cuire ça 1 minute avant d'ajouter le lait. Ensuite, on va verser le lait, ajouter les épices et on va fouetter jusqu'à ébullition pour avoir une belle béchamel. Si votre lait était chaud, ça irait plus vite pour que ça monte en béchamel, mais là, moi, ici, il est froid, fait que ça va être juste un petit peu plus long. Je vais ajouter la muscade. La muscade, souvent, quand il y a du lait, des œufs ou du fromage, on en met parce que ça rehausse justement la saveur du lait, du fromage et des œufs. Mes oignons en flocons et mon ail en poudre. Là, si vous n'avez pas d'ail en poudre et ou
de flocons d'oignon, bien, vous pouvez vous hacher un petit oignon, puis un petit peu d'ail, puis le faire fondre, le faire cuire dans votre beurre au début. Ça va être tout aussi bon. Peut-être même meilleur. Dans la béchamel, on va ajouter la moitié des fromages et on va brasser bien comme il faut avec une cuillère de bois pour bien faire fondre le fromage dans la sauce. Avec le fouet, vous allez vous ennuyer de votre mère. On va ajouter le fromage et là, plus que le fromage est goûteux, plus que votre macaroni va être goûteux. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez un cheddar doux, la saveur de votre macaroni ne ressortira pas beaucoup. Ça ne sera pas vraiment explosion de saveur. Mais si vous mettez du cheddar fort, par exemple, ou si vous mettez du gruyère, bien là, vous allez trouver que le goût va être plus présent, va être plus intéressant quant à moi. Fait que à peu près la moitié, puis là, même si les proportions ne sont pas exactes, c'est pas très grave. Comme ça. Hop. Et voilà. Quand on met du fromage dans une béchamel, ça s'appelle dans la cuisine classique une sauce mornée. Alors, avis aux intéressés, si jamais on vous parle de sauce mornée, c'est une béchamel avec du fromage dedans. Et là, rendu ici, on va assaisonner parfaitement. Si vous voudriez ajouter des petits légumes dans ça, ce serait le moment de le faire. Par exemple, des petits bouquets de brocolis, des petits morceaux d'asperges. On est dans le temps des asperges, fait que des petits morceaux d'asperges, ça serait parfait. Puis moi, dans ça, je les mets pas cuits parce que comme j'envoie mon macaroni dans le four, bien, ils cuisent dans le macaroni dans le four. Puis ça fait en sorte que mes légumes ne sont pas tout mous, ils restent croquants dans mon macaroni. C'est sûr que c'était super doux parce que j'avais pas mis de sel du tout avant, mais j'attends toujours pour assaisonner que mon fromage il soit dans ma sauce parce que des fois, la quantité de sel qu'il y a dans le fromage, ça peut nous jouer des tours. Vous constatez que même si j'avais beaucoup de fromage orange dedans, ma sauce, elle est très pâle et c'est normal. Si vous voulez, pour donner de la couleur, mettre de la purée de carottes vraiment lisse, ça fait un excellent travail, ou encore de la purée de courge. Alors, vous remplacez une partie du lait par de la purée, ça va vous donner une couleur extraordinaire. Alors, vous le dites pas aux enfants. Et quand la sauce est prête, je vais mettre mes pâtes dedans et je vais venir les enrober. Et voilà. Tu sais, quand je vous disais de vous garder, de prendre un grand chaudron pour vous garder de l'espace, bien, c'est ça que ça veut dire. Je vais envoyer mes nouilles dans ça. Excusez, mais mon chaudron est vraiment lourd. Voilà. Je vais répartir le restant de mon fromage sur là-dessus. Si vous filez plus funky un peu, vous pouvez mettre des rondelles de poivron, des champignons, quelques morceaux de chorizo aussi qui pourraient devenir craquants à la cuisson, c'est intéressant. Et ensuite, je vais venir mettre de la chapelure dessus un petit peu. Qu'est-ce que ça l'amène, la chapelure? Ça l'amène un petit côté croustillant. Alors, ça en prend à peu près 3 cuillères à soupe. Moi, je n'ai jamais compté tant combien j'en mettais, là. Alors, j'envoie ça dans le four à 350 pour 30-40 minutes. Alors, j'ai eu de la misère à trouver comment j'étais pour vous présenter les fromages, mais finalement, je pense que je vais vous les présenter avec leur type de pâte. Alors, on a les pâtes fermes qui sont souvent sans croûte et qui se distinguent par leur texture qui est tendre et élastique. C'est la famille des pâtes fermes qui offre la plus grande variété de fromages de toutes les catégories. Les pâtes fermes non affinées et plus jeunes ont un goût qui est plus doux, qui est moins développé, et les pâtes qui sont plus affinées dénotent des saveurs beaucoup plus prononcées. Les pâtes fermes ont généralement une texture qui est friable, ce qui la rend parfaite pour râper sur vos plats favoris. On retrouve dans ces pâtes-là les cheddar, les gouda, le parmesan, le fromage suisse, le edam font partie des pâtes fermes. Pour déguster nos pâtes fermes, on va les sortir 45 minutes à 1 heure avant de les manger.
C'est au Moyen Âge que les moines d'Europe inventent les techniques d'affinage. Ceux-ci fabriquaient des fromages aux saveurs plus douces. Certaines communautés de paysans montagnards s'affranchissent et se regroupent en fruitières leur permettant de confectionner de gros fromages. En 732, plusieurs régions ont donné leur nom à des fromages qui sont encore aujourd'hui commercialisés, comme entre autres le Poitou, la vallée de Munster, le Gorgonzola et plusieurs autres. En 1217, Blanche de Navarre fait parvenir 200 fromages de Brie à Philippe Auguste pour qu'il puisse les offrir en cadeau aux dames de sa cour, car déjà, on apprécie vraiment les vertus nutritives du fromage. Dès le 13e siècle, les fermières, pour assurer leur revenu et tirer un maximum de leur production laitière, mettent au point de nouvelles variétés de fromages. C'est ainsi qu'en 1267, la première coopérative de fabrication de fromage est créée. Au 16e siècle, la reine Élisabeth I faisait officiellement la promotion d'un fromage que l'on fabriquait depuis déjà 300 ans. C'est au 19e siècle que l'histoire du fromage va prendre un grand tournant. L'industrie du fromage à pâte fraîche fut lancée en France en 1850 par Charles Gervais après une visite chez une fermière qui fabriquait du fromage tout frais. Il est à l'origine de la fabrication des petits Suisses. C'est une technique d'égouttage par couche effectuée par pression des sacs de toile contenant les caillés les uns sur les autres pour obtenir un fromage plus ou moins pressé. Louis Pasteur, chimiste et biologiste, découvre que les micro-organismes provoquent la fermentation de certains aliments comme le lait et démontre par ses études l'influence de la chaleur sur la destruction plus ou moins complète des bactéries qui pourraient être pathogènes. Son acolyte Émile Duclos adapte ce procédé au fromage quelques années plus tard. Ce progrès technologique est devenu un procédé industriel, celui que l'on connaît aujourd'hui. En 1880, la collecte du lait s'organise pour la fabrication du fromage et grâce à la pasteurisation, le 19e siècle sera celui de la révolution du monde fromager qui va prendre un essor sans précédent et se diversifier pour entrer dans une nouvelle ère, celui de l'industrialisation. Pour le gratin de chou-fleur et brocoli, pour vrai, ça c'est la meilleure recette de gratin qu'on puisse avoir. Aujourd'hui, j'utilise des choux-fleurs frais que j'ai fait cuire pendant 5 minutes à peu près au four à micro-ondes. Tout simplement, le mettre dans un plat qui va au four micro-ondes avec son couvercle ou bien un plat en verre avec une pellicule de plastique en laissant un petit coin ouvert et vous mettez ça 5 minutes au micro-ondes, puissance maximale, pas de problème. Si vous utilisez du chou-fleur congelé, parce que ça se fait tout aussi bien avec du chou-fleur congelé, vous mettez votre chou-fleur congelé dans votre plat et vous le laissez dégeler tout simplement. Vous n'avez même pas besoin de le faire blanchir. Et pour les brocolis, bien, s'il est congelé, on va le travailler pareil comme s'il était frais de toute façon. Vous allez avoir besoin de 2 gousses d'ail hachées, 1/4 de tasse de beurre, 1/4 de tasse de farine, 1 tasse et demie de lait, 1 demi-tasse d'eau, un sac de 500 g de brocoli congelé ou un beau gros brocoli frais, un sac de 1 kg de chou-fleur surgelé ou bien un beau gros chou-fleur frais, 2 tasses de fromage râpé à votre choix, quelques morceaux de pain rassis, une cuillerée à thé de thym, quelques amandes, c'est facultatif, et un soupçon d'huile végétale. La première étape va consister à faire cuire nos brocolis. Alors, je vais prendre la demi-tasse d'eau que je vais mettre dans ma casserole et je vais mettre mon brocoli. Là, vous allez me dire, Chantal, tu n'as pas beaucoup d'eau pour le brocoli. C'est tout à fait voulu. Moi, je veux que mon brocoli cuise plus à la vapeur que d'autres choses. Dans mon brocoli, j'ai mis le tronc du brocoli, c'est certain. Puis j'ai mis aussi, quand j'ai arrangé mon chou-fleur, le cœur du chou-fleur, puis les feuilles de chou-fleur. Ça va être parfait, vous allez voir. Ça va être magnifique. Vous allez cuire ça à couvert jusqu'à temps que le brocoli soit tout cuit. Pendant que ça va cuire, je vais réduire mon pain. Ici, j'ai mon pain qui était vraiment plus assez sec. Je vais le réduire en chapelure avec mes amandes.
c'est parfait. Et c'est ici que je vais ajouter une petite touche d'huile pour que ça dore bien tout à l'heure. Pour les pâtes semi-fermes, comme ça le dit, c'est ni ferme ni mou. Leur texture, elle est généralement souple et lisse. Parfois, les pâtes semi-fermes ne sont pas affinées. C'est donc dire qu'elles sont sans vieillissement, donc le goût est plus doux. Et lorsqu'elles sont affinées dans la masse, le vieillissement se fait depuis le centre du fromage vers ses extrémités. Alors que lorsqu'elles sont affinées en surface, le vieillissement débute en surface et se fait ensuite progressivement vers le centre de la masse. Dans ces fromages, on retrouve le mozzarella, les Saint-Paulin, les raclettes aussi. Comme les fromages à pâte ferme, on va les sortir 45 minutes à 1 heure avant de les déguster et on va les couper souvent en petits cubes. Alors, mon brocoli est fin cuit. Alors, je vais amener ça dans mon robot culinaire avec le bouillon. Avec l'eau. Ouh! Je vais ajouter dans ça le lait. Et je vais réduire en purée très lisse. Dans une autre casserole, on va faire fondre le beurre, on va ajouter la farine et on va brasser ça pendant 1 minute pour faire un beau roux. Et ensuite, on va verser notre préparation de brocoli et de lait sur le roux et fouetter jusqu'à temps que ça épaississe. Alors, quand ça bout, je vais arrêter ça. Puis là, ça fait quelque chose de vraiment très épais, c'est très normal. Alors, je vais mettre la moitié du fromage à peu près dans mon brocoli. Je vais goûter. Tout à coup, c'est pas bon. Et ensuite, je vais verser ça sur mon chou-fleur, puis que je vais aller enrober ensuite. Et voilà. Je vais venir garnir du restant de mon fromage. Ici, encore une fois, plus que le fromage il va être goûteux, plus que le gratin va être goûteux. Alors, je vais mettre ça comme ça. C'est le temps de passer vos restants de fromage. Et je vais garnir de la chapelure avec laquelle j'ai mis un petit peu de thym dedans. Le thym ajoute une touche de personnalité, je dirais. Bon. Et j'envoie ça au four encore une fois pour une trentaine de minutes. L'origine du mot fromage vient du nom du moule pour faire du fromage. À l'origine, au 13e siècle, on faisait cailler le fromage dans des formes percées de trous pour qu'il s'égoutte. Ces facelles se nommaient froma en latin, tandis qu'en grec, on le nommait fromos, qui désignait des récipients d'osier dans lesquels on déposait le caillé. Format de vin. Formage issu du latin formaticum, qui signifie ce qui est fait dans une forme. Au 14e siècle, il devint fourmage.
On en retrouve les traces dans des fourmes, le nom régional de certaines spécialités de fromage, puis au 15e siècle apparaît enfin le terme fromage. C'est donc le récipient et le fait de mettre en forme, c'est-à-dire dans un moule à cailler, qui a donné son nom au fromage. Le fromage en grains, c'est le petit chéri des Québécois en raison de son goût délicat pour ce cheddar qui est doux, mais aussi pour sa forme qui est morcelée. Il s'agit d'une pâte fraîche qui est non affinée et qui est non pressée. On l'apprécie pour sa texture qui fait quick sur la dent et en recette, il conserve à peu près toute sa fermeté et ça garnit à merveille notre fameuse poutine. Maintenant, on l'offre aussi en version aromatisée, barbecue, fines herbes, etc. Pour les poires caramélisées sur le fromage, vous avez besoin de un brie de 200 g environ, un oignon vert haché finement, 2 cuillerées à thé de beurre, une poire en morceaux, une pincée de sel, une pincée de cannelle, un quart de tasse de jus de pomme ou de jus de poire, 3 cuillerées à table de pacane haché, une cuillerée à table de cassonade, une demi-cuillerée à thé de thym, une cuillerée à thé de vinaigre de cidre. Première étape, on va allumer le four à 350 et placer une grille au centre du four. Là, à la maison, si les poires est une denrée qui n'est pas disponible, moi, je le fais souvent avec des pommes, c'est aussi bon. La poire, elle peut être asiatique ou Bartlett ou flamande, il n'y a pas de problème. Dans la poire, je vais faire fondre le beurre et je vais faire frire l'oignon avec la poire que je vais saler et ajouter la cannelle aussi. Cannelle et pruneaux font une chanson. Youp. Et on va faire cuire ça pendant environ 5 minutes. Alors, quand ça le frit pendant 3-4 minutes, je vais ajouter tous les autres ingrédients, sauf le fromage, bien entendu. Bon. Et je vais laisser cuire en brassant comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide dans ma casserole. Les pâtes molles, quant à elles, ont un goût qui est plus raffiné, un petit peu plus acidulé, mais c'est surtout leur texture onctueuse et crémeuse et parfois même coulant qui les rend si irrésistibles. Les pâtes molles peuvent être recouvertes d'une croûte qui est fleurie, blanche, et qui est duveteuse, qui provient de l'ensemencement d'un champignon en cours de fabrication. Elles peuvent aussi être protégées d'une croûte lavée, soit brossée avec une saumure à répétition. On la trouve également en version enrichie de crème, ce qui nous donne les doubles crèmes et les triples crèmes. Ce sont des pâtes qui ne se conservent pas longtemps parce que leur taux d'humidité est élevé dedans, alors on parle de 15 à 20 jours. On va les sortir environ une demi-heure avant de les déguster. Les fromages à pâte molle sont aussi bons sur des craquelins que réchauffés avec des garnitures. Et dans ces fromages-là, on retrouve bien entendu les brie et les camemberts. Et dans les pâtes molles, une grande question demeure, quelle est la différence entre le brie et le camembert? Alors, lors de la fabrication des fromages, la crème est ajoutée au brie, mais pas au camembert. Ainsi, le brie contient 60% de matière grasse, tandis que le camembert en compte environ 45. Quand la préparation elle est bien sèche, on va aller la verser, on va aller la déposer sur le fromage.
J'envoie ça au four pour une dizaine de minutes. Et quand on le ressort du four, on va attendre à peu près 5 minutes avant de le manger. Je vous remercie d'avoir été avec moi dans ma cuisine. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes y sont. Je vous invite aussi à aller visiter le site des fromages d'ici où vous allez trouver une panoplie d'informations encore sur les fromages. Et je vous attends la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.